Donc, nous allons revenir dans cette vidéo sur l'activité expérimentale vue en classe qui consistait à suivre la réaction entre des ions S2O8 et des ions I-. Cette réaction produisait des ions sulfate SO4 et l'espèce I2 qui est colorée. Cette espèce I2 colorée permet de suivre la réaction par méthode de spectrophotométrie en mesurant l'absorbance du mélange. On est parti d'un mélange avec 5-10-5 mol de S2O8, 5-10-3 mol de I-. Nous n'avions donc pas de mol de SO4 ni de mol de I2 au départ. On remplit le tableau d'avancement. Donc à un état intermédiaire à un instant T, on obtient 5-10-5 moins X pour S2O8, 5-10-3 moins 2X pour le nombre de mol de I-. Donc le 2X ici vient du 2 qui était là. On a produit 2X mol de SO4 et X mol de I2. À l'état final, on a la même ligne en remplaçant X par X final. Nous devons donc déterminer la valeur de X final. Pour cela, on va supposer dans un premier temps que c'est S2O8 qui est le réactif limitant. Dans un deuxième temps, I- est le réactif limitant. Nous obtiendrons deux valeurs possibles pour X final et nous devrons garder la plus petite. Donc dans un premier temps, je suppose que S2O8 est limitant. J'obtiens 5-10-5 moins X final 1 égale à 0. Donc cette valeur-là égale à 0. Ce qui me donne X final 1 égale à 5-10-5 mol. Deuxième temps, je suppose que cette fois c'est I- qui est limitant. Alors cette valeur-là doit être égale à 0. Donc 5-10-3 moins 2X final 2 égale à 0. Ce qui nous amène à X final 2 égale 2,5 fois 10 puissance moins 3 mol. La plus petite valeur est X final 1. C'est celle que je garde. Donc je pourrais affirmer que X final vaut 5-10-5 mol. Je vais maintenant regarder la valeur de I2 final puisque nous en aurons besoin pour déterminer le coefficient K de la loi de Beer-Lambert. A égale K fois C de I2. Alors, on voit que le nombre de moles final de I2 vaut X final, c'est-à-dire 5 fois 10-5 mol. Nous allons calculer la concentration, nombre de moles de I2 final sur le V du mélange. On rappelle qu'on a mis 10 ml de cette solution-là, plus 10 ml de cette solution-là. Donc, le nombre de moles de I2 final, c'est X final, le volume des mélanges. X final, 5-10-5 mol, le volume des mélanges 10 ml plus 10 ml, soit 20 ml. 20 fois 10-3 litres. Nous obtenons une concentration de I2 final à 2,5-10-3 mol. Nous allons également profiter de ce tableau d'avancement pour déterminer la concentration de S2O8 à tout instant T, donc ici, en fonction de la concentration de I2 à tout instant T. Alors, la concentration de S2O8 à tout instant T, c'est son nombre de moles à l'instant T divisé par le volume de mélange. D'après le tableau d'avancement, le nombre de moles de S2O8 à l'instant T, on le trouve ici, 5-10-5 moins X, je le retrouve ici, divisé par V mélange. Je vais couper en deux cette relation, 5-10-5 sur V mélange, moins X sur V mélange. 5-10-5 fois 10-5 divisé par 20 ml, ça me donne 2,5 fois 10-3. Et ici, le moins X sur V mélange, eh bien, on identifie que c'est concentration de I2 à chaque instant. Effectivement, I2 à l'instant T, c'est X mol. Donc, sa concentration, c'est X sur V mélange. Donc, ces deux relations vont me permettre ensuite, dans la TISPRO, eh bien, de faire les calculs nécessaires dans le tableur pour tracer les courbes dont nous aurons besoin. Donc je viens maintenant dans le logiciel de la TISPRO et je vais commencer par récupérer mon fichier texte, donc par importation, que j'ai obtenu par le spectrophotomètre au cours de l'expérience. Donc je viens chercher dans mes documents.
Voilà, donc les documents de cinétique. Et ici, je récupère mon données texte de mon fichier. J'ouvre. Le spectrophotomètre a créé 3 colonnes. Le A, dans la colonne A, le numéro des points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc tous les points de mesure. B, les valeurs de temps de chacun de ces points. Et C, les valeurs d'absorbance de chacun de ces points. Je vais donc récupérer en cliquer-glisser les valeurs de temps par rapport au numéro du point et les valeurs d'absorbance par rapport au numéro du point. Je fais OK. Je viens dans le menu courbe. Je récupère mes données de temps et d'absorbance que je vais tout de suite renommer. Puisque ça sera beaucoup plus parlant pour nous. Donc je récupère ici le petit s. OK, 2 secondes. Et je vais aussi renommer ici. Et donc ici, j'ai l'absorbance sans unité. À partir de ce moment-là, je trace l'absorbance au cours du temps. Et je remarque de suite que mon absorbance donc, évolue au cours du temps. Puis ici, subit un saut assez brutal. Pourquoi? Parce que ici, j'ai arrêté mon expérience au niveau du spectrophotomètre. Et le spectrophotomètre s'est mis à saturer. Donc, toutes ces valeurs-là ne sont pas expérimentales. Je vais les supprimer. Pour cela, je viens dans le tableur. Par un cliquer-glisser, j'amène les valeurs du temps. J'amène les valeurs de l'absorbance. Dans mon tableau, je vais aller chercher à partir de quel moment mes valeurs saturent à 3. Voilà. À partir d'ici, donc je viens, je sélectionne toutes ces cellules et je vais donc les supprimer. Je rappelle, ces valeurs ne sont pas expérimentales, c'est simplement le spectrophotomètre qui a saturé à partir du moment où j'ai arrêté l'acquisition. Voilà. Hop, je supprime. Je ferme mon tableur, j'obtiens ma courbe sans ce problème de saturation et je calibre. J'ai donc bien l'absorbance qui augmente au cours du temps, puisque le nombre de moles de I2 augmente au cours du temps. I2 est un produit. Maintenant, je veux passer de l'absorbance à la concentration de I2. Donc, il me faut la valeur de K, A égale K fois C. Je prends le cas particulier de l'état final. Donc, j'ai besoin d'avoir la valeur finale de l'absorbance. Je viens me mettre ici sur la valeur finale de l'absorbance 1,322. Et je rappelle ici qu'on avait trouvé que la concentration finale de I2 était égale à 2,5 fois 10-3. Mon coefficient K de la loi de Beer-Lambert est donc égal à A final sur I2 final, soit 1,322 divisé par 2,5 fois 10-3, et je trouve 528. Je reviens dans la lattice, je reprends mon tableur, je crée une nouvelle variable qui sera la concentration de I2. Je vais choisir me mettre en mol par litre. OK. Et donc, je vais diviser A égale K fois CI2. Donc, CI2 égale A sur K. Donc, égale valeur de A divisé par 528 que j'ai trouvé grâce aux valeurs finales. J'étire cette formule sur l'ensemble des mesures. Voilà qui est fait. Je vais maintenant supprimer la concentration. Je vais aussi terminer le réticule. Voilà. Et je vais tracer concentration de I2 sur le temps. Alors on voit ici des petites irrégularités. On voit bien que la concentration de I2 augmente au cours du temps. C'est normal. Ces petites irrégularités expérimentales, eh bien, comment s'en débarrasser? Tout simplement en faisant une modélisation de la courbe. Donc je vais modéliser ma courbe. Je modélise en concentration au cours du temps. Je choisis un modèle. Le modèle qui lui correspond est celui-ci. Je lui demande de calculer le modèle.
Voilà, donc le modèle a l'air de bien quand même coller à ma courbe. Maintenant, je supprime ma courbe expérimentale pour regarder que la modélisation et travailler dessus. Alors sur cette modélisation, je peux faire plusieurs choses. Je peux aller chercher le temps de demi-réaction. On sait que la valeur finale, c'était 2,5 fois 10 moins 3. Je viens me mettre à 1,25 fois 10 moins 3. Alors, vous voyez que là, le réticule se balade partout. Je peux lui demander de rester sur la courbe, lié à la courbe. Voilà. Donc là, cette fois, je ne balade que sur la courbe. Je vais me placer à 1,25 et je trouve 2 minutes 50. Je vais sortir du mode réticule. Je peux également déterminer la vitesse à chaque instant en traçant la tangente. Donc je viens ici et je choisis tangente. Je me mets sur la courbe. Alors, si je pars au départ, on voit que la pente est très forte. Et puis au cours de la réaction, la pente est de plus en plus faible. Donc la vitesse d'apparition de I2 est de plus en plus faible. C'est normal, il y a de moins en moins de réactifs. La concentration des réactifs est un facteur cinétique. Alors si je veux la valeur de la vitesse grâce à cette tangente, eh bien je me mets au point où je veux avoir la vitesse. Je clique une deuxième fois. Il apparaît ici l'équation de la tangente et je récupère ici la valeur du coefficient directeur, c'est-à-dire la valeur de la pente, c'est-à-dire la valeur de la vitesse. Je n'ai plus besoin de la tangente, je la supprime. Voilà. Alors, moi je voudrais montrer que cette réaction est d'ordre 1, donc j'aimerais avoir la vitesse d'apparition de I2 en fonction de la concentration du réactif limitant. Donc, il va falloir effectivement que je commence par calculer la concentration du réactif limitant. On rappelle ici, le réactif limitant c'est S2O8 et donc ici on avait trouvé la relation qui permet de calculer la concentration du réactif limitant en fonction de la concentration de I2. Donc je reviens dans la tisse, on revient ici. La concentration de réactif limitant c'est 2,5 fois 10 moins 3 moins la concentration de I2. Donc dans la tisse, je vais rouvrir le tableur. Je vais créer une nouvelle variable, concentration de S2O8, également en mol par litre. OK. Je vais remonter tout en haut du tableau. Et donc on a dit que c'était égal à 2,5 10 moins 3 moins la concentration de I2. Je vais donc étirer cette formule de la même manière sur l'ensemble de mes valeurs expérimentales. Voilà. Je vais supprimer la courbe de I2. Je vais tracer la concentration de S2O8 au cours du temps. J'ai bien quelque chose qui diminue au cours du temps, c'est normal, il y a de moins en moins de réactifs. De la même manière, cette courbe fait apparaître donc des aspérités liées aux défauts expérimentaux, donc je vais également modéliser cette courbe. Modélisation de la concentration de S2O8 Je vais choisir un modèle, celui-ci est celui qui le correspond. J'ai donc ici, si je demande de tracer le modèle, oups, alors, ah oui, excusez-moi, il y a un petit souci, c'est qu'effectivement, il faut que je trace, excusez-moi, j'ai été trop vite, donc on va supprimer les deux courbes, puisqu'il y a un petit souci, donc je vais supprimer le modèle, voilà, j'avais oublié, donc quand j'ai emmené la concentration, j'ai oublié d'apporter le temps ici en abscisse. Voilà, chose corrigée. Et donc c'est cette courbe au cours du temps qu'il faut que je modélise. Erreur de ma part tout à l'heure.
Je vais choisir un modèle, donc effectivement c'était bien celui-là. Calculer le modèle. Voilà, et là on est pas mal, on voit bien la courbe modélisée qui suit notre courbe réelle. Je vais supprimer la courbe réelle. Voilà, on a une très belle courbe modélisée. Je vais supprimer ceci. Voilà, je rappelle que il nous faut la vitesse d'apparition de I2 en fonction de la concentration de S2 au 8 de moins. La concentration de S2 au 8 de moins, je l'ai. Il me reste à obtenir la vitesse d'apparition. Alors comment obtenir la vitesse? Bien, je vais repartir de ma courbe modélisée de concentration de I2 au cours du temps. Donc j'ai bien la concentration au cours du temps. Pour obtenir la vitesse, il faut que je calcule la dérivée. Traitement, calcul spécifique, dérivée. J'amène mon modèle de concentration de I2 au cours du temps. Je lui demande de me la calculer. Comme nous sommes sur de l'apparition, la vitesse, c'est bien plus la dérivée. Donc je n'ai rien à rechanger. Donc le mieux est que je renomme cette dérivée par vitesse app I2. Donc quand on veut modifier un nom d'une courbe, on double-clique ici sur le nom de la courbe. Eh bien j'ai tout ce qu'il me faut normalement. Je vais retirer les courbes que je ne veux plus voir apparaître et je vais tracer la vitesse d'apparition en fonction. Alors je prends bien les courbes modélisées, attention. Ici, on remarque ici une jolie droite qui passe pas loin du point 0,0. Donc oui, c'est lié à des petites imperfections expérimentales. On va donc modéliser cette courbe-là. Choisir un modèle. On va choisir donc une fonction linéaire puisque c'est ce que je souhaite. Et on voit très bien, voilà, que la courbe n'est pas bien loin. Donc, on a bien ici que la vitesse d'apparition est proportionnelle à la concentration du réactif limitant. On peut retirer le modèle pour que ce soit plus clair. Donc, la vitesse d'apparition est proportionnelle à la concentration du réactif limitant. Nous avons donc bien une loi d'ordre 1. On peut le vérifier aussi en ne regardant pas la vitesse d'apparition de I2, mais la vitesse de disparition du réactif. Alors, si on veut la vitesse de disparition, on va retirer ici, on va repartir sur le modèle de la concentration de S2 8 de moins au cours du temps. Nous allons de la même manière dériver la courbe de concentration, mais cette fois la courbe de concentration du réactif au lieu de la courbe du produit, de concentration du produit. Je calcule. Alors, on voit bien que ici, si je fais tangente, voilà, on voit bien que la tangente de la concentration, de la courbe de la concentration au cours du temps, on va supprimer ce modèle-là. Voilà, on va le supprimer. Donc, on a la concentration au cours du temps. Si je trace la tangente, on voit bien que la pente de cette tangente est négative, donc que la dérivée de cette courbe sera négative. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, effectivement, si je prends la dérivée ici, je la place sur l'axe là. Je vais supprimer celle-là, retirer. Je vais faire un petit calibrage. Voilà, et on voit bien que les valeurs sont négatives. Alors c'est pour ça que quand on parle de vitesse de disparition, ce n'est pas la dérivée, mais moins la dérivée. Alors comment faire? Eh bien, j'ai pas trop de méthode, si ce n'est de rentrer les valeurs de la dérivée de la concentration de mon réactif, de lui ajouter une nouvelle variable que je vais appeler V disp, donc de disparition,
de S2 au 8 et de lui dire tout simplement que cette vitesse, eh bien, c'est égal à moins, ah oui, excusez-moi, la dérivée. Sauf qu'il faudrait que je me mette tout en haut du tableau si je vais tirer la formule. Donc, est égal à moins la dérivée. Pourquoi moins la dérivée? Parce que je suis sur un réactif qui disparaît. J'étire cette formule sur l'ensemble de mon tableau. Donc nous arrivons au bout. Voilà, parfait. Je peux enlever ça maintenant, retirer. Donc j'ai la loi d'ordre 1, c'est que la vitesse d'apparition de I2 doit être proportionnelle à la concentration de réactif limitant, S2 de moins. Mais ça peut être aussi la vitesse de disparition du réactif limitant qui est proportionnelle à la concentration du réactif limitant. Alors vous voyez qu'ici je suis arrivé au bout, il y a une deuxième page qui s'est ouverte ici, j'y vais, je trouve ici ma vitesse de disparition de S2 au 8. Je vais choisir également le modèle de S2 au 8, donc le modèle de la concentration. Et rebelote, on voit ici une belle droite qui passe pas loin de 0,0. Donc, vu les petites erreurs expérimentales, on peut effectivement considérer que c'est une fonction linéaire. Et donc, nous avons bien une réaction d'ordre 1. Voilà, j'espère que cela vous permettra de mieux comprendre.